Bonjour à vous et bienvenue à l'Art du Mentaliste. Je suis Taha Mansour et aujourd'hui je suis ravi d'inviter sur le podcast Cyril Lobjoie. Hello Cyril. Hello Taha. Comment ça va? Très très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, j'ai hâte pour cet épisode. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi à la base, tu as eu un gros parcours, notamment en tant que directeur commercial pour des grands comptes. Oui. Pendant une vingtaine d'années à peu près, tu as travaillé dans la haute joaillerie, dans le luxe pour notamment Baccarat. La cristallerie, dans la cristallerie. Absolument. Retail, B2B, B2C, où tu t'occupais des comptes soit en France ou à l'international. Tout à fait. Et du coup, tu as été amené pendant ce parcours-là à énormément négocier, rencontrer différents profils de différentes cultures. Et petit à petit, tu t'es intéressé à la notion de la négo en elle-même. Donc tu t'es formé à la négo à l'Institut NERA et à d'autres instituts. D'ailleurs, on embrasse Julien Pelabert. On passe le bonjour à Julien, absolument, qui est un exemple en termes de négociation. Absolument. Ouais. Tu t'es également formé au MBTI, tu es praticien MBTI. Tu t'es également formé à la synergologie. Qui est une discipline scientifique du langage corporel. Absolument, qu'on rentrera plus en détail là-dessus. Oui, on va en parler. Et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, tu as ouvert ton cabinet de consulting et formation sur deux axes. Un, la négo. Et l'autre, le côté analyste comportementale. Analyse comportementale, la communication non verbale, tout ce qui est communication lié au corporel, qui va intervenir dans le métier, dans la sphère professionnelle, évidemment. Tout cet élément-là. Oui. Et du coup, aujourd'hui, tu es un peu un expert de la communication non verbale là-dessus. D'ailleurs, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Lie to Me, comme la série. Comme la série, tout à fait. Et où tu as des vidéos où tu analyses le langage non verbal de plein de différentes... Langage corporel sur faits divers, affaires criminelles, politiques, différents secteurs, différents sujets qui sont intéressants à observer, à décrypter en termes de langage corporel. Ouais, d'ailleurs, tes vidéos reçoivent plusieurs millions de vues. Il y a les vidéos, les analyses fonctionnent bien. Ouais. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. C'est un parcours très riche. Du coup, contrairement à d'autres coachs qui ont pu se lancer immédiatement dans ça, sans rentrer vraiment dans de la négo dure, j'imagine que dans tes 20 ans, on va dire, dans le retail, tu as dû avoir énormément de négo plutôt difficiles. Oui. Alors du coup, ma première question, c'est, à la base, qu'est-ce qui, toi, t'a intéressé dans la question du non-verbal? Pourquoi tu t'y es intéressé? Le non-verbal, c'est comprendre l'humain. C'est la raison pour laquelle, moi, dans mon métier, c'était quelque chose qui était central pour la négociation, pour le retail, pour la vente, le commerce. C'est comment comprendre, comment installer une bonne relation. Et la relation s'installe par l'intermédiaire, bien sûr, du discours, ce dont nous parlons aujourd'hui, mais aussi et surtout par le langage corporel. Donc c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite intéressé lorsque je souhaitais négocier des contrats, mais même manager des équipes. La notion de leadership, de management est liée, bien sûr, à l'expertise, elle est liée au discours, mais elle est liée, bien sûr, au comportement, au charisme, à ce qu'on va incarner. On parlait de cognition incarnée tout à l'heure. Ce sont des sujets essentiels. Donc je le faisais naturellement. Mais c'est quelque chose auquel je me suis intéressé très rapidement quand j'ai monté mon cabinet de consulting. Quand tu dis naturellement, c'est-à-dire que tu commençais déjà sans réellement rentrer dans des formations, l'analyse du non-verbal des autres? Exactement. Quel était le premier déclic pour toi? C'était quoi la première chose que tu as observée où tu t'es dit, tiens, le non-verbal donne de l'information? Sans être réellement formé sur le sujet, on va voir les émotions. Notamment, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, c'est un sujet qui est central dans le langage corporel, mais c'est observer, j'essayais d'observer, tu vois, je m'exprime avec mes mains aussi, actuellement, on va en parler peut-être des gestes, complètement. Mais l'émotion est quelque chose qui va définir le rapport à l'autre. Donc, naturellement, inconsciemment, j'observais beaucoup les émotions de mes équipes et de mes clients, de mes prospects, lorsque j'étais dans cette première phase professionnelle. C'était une intuition que tu avais? Qu'est-ce qui t'a poussé à observer ça? Je pense que par l'intermédiaire de l'émotion, on va comprendre l'interaction. Et lorsqu'on comprend l'interaction, lorsqu'on va maîtriser ce sujet-là, on va pouvoir mieux négocier. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que dans ton parcours, en tant que justement directeur commercial, moi j'ai rencontré beaucoup de directeurs commerciaux où pour eux, en fait, cette notion-là d'émotion ou de non-verbal n'était pas aussi importante. Donc je suis curieux de savoir qu'est-ce qui, toi, t'a fait réaliser que c'était important et qu'est-ce qui t'a poussé à donner de l'importance à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui datait peut-être d'avant tes différents parcours professionnels? C'est peut-être personnel, c'est une réflexion intéressante parce que finalement notre fonctionnement il est inné, il est acquis, il y a beaucoup de choses. Il y a un mélange des deux. Il y a un mélange des deux. Ça peut être en termes d'éducation, en termes de filiation aussi de la famille, mais j'ai pu de manière très pragmatique, j'ai pu observer que lorsque je m'entendais bien avec mes clients, avec mes équipes, j'avais de meilleurs résultats.
Donc, bien s'entendre, ça veut tout et rien dire, bien évidemment. Bien s'entendre, c'est avoir, je dirais, une connexion émotionnelle, c'est d'avoir des liens, mais ça passe par l'émotion. Donc, je sais que certaines personnes, en tout cas, j'observais que certaines personnes étaient très friendly, par exemple, en direction commerciale, dans certaines cultures, notamment en Turquie, où j'ai pu travailler, notamment dans ma carrière, où ce côté assez friendly, assez proche, amical était prononcé, et ça passe par les émotions. Donc j'ai compris que les émotions permettaient un lien plus proche, et donc d'avoir de meilleurs résultats. Encore une fois, dans l'objectif de la direction commerciale, qui était, moi j'étais très orienté sur ces sujets-là. Ok, trop bien. Très orienté là-dessus. Et tu as parlé du coup de synergologie. Oui. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qu'on dit sur la synergologie dans le pop, dans les médias, etc. Pour toi, c'est quoi? Comment tu définirais la synergologie? Alors, c'est une discipline scientifique fondée par Philippe Turchet. La force de Philippe Turchet, c'est sa maîtrise des sciences humaines. Il est un doctorat, il est PhD dans ce domaine-là. Et il a été capable de codifier les mouvements du corps, c'est-à-dire d'observer des items. On parle d'items corporels. Un item, c'est un geste, par exemple, un autocontact, un axe de tête, par exemple. Philippe Turchet a pris en compte tout un système comportemental et l'a codifié, a organisé ça avec des études. C'est-à-dire chaque mouvement, en tout cas qu'il a rentré dans la synergologie, a un code spécial. On parlions tout à l'heure, par exemple, un pincement du nez, par exemple, va être attribué à un certain code, le N40 notamment, le N pour le nez, le 40 pour la zone, qui va définir quand tu dis pincement, c'est tu as fait le pouce et l'index. Le pouce et l'index qui va ici appuyer le nez. Appuyer le nez. On peut l'observer, c'est basé sur de l'observation, de l'étude de vidéos, d'interviews, basé sur des heures, des centaines d'heures, peut-être des milliers d'heures d'observation de personnes dans différents cadres, différentes cultures, que ce soit des talk-shows télévisés, que ce soit des cadres privés, pour essayer d'en extraire une interprétation. On parle d'interprétation, en synergologie même, on va parler d'horizon de sens. Un horizon de sens. C'est ce qu'on va donner à un geste spécifique. Donc, si je comprends bien, les premiers travaux de Philippe Turchet, c'était de prendre, par exemple, ce pincement du nez de se dire dans quel contexte on arrive à voir toutes ces personnes-là se pincer le nez. Et à partir du moment où ça s'active, on essaye de trouver du sens derrière. D'y extraire un sens, une interprétation, un horizon de sens. Tu mets le point, alors la synergologie est une discipline scientifique, mais ça n'est pas la seule, et ça n'est pas le seul à s'intéresser à ces sujets-là, que ce soit en France ou en Europe, c'est assez central. C'est vrai qu'il y a assez peu d'écoles qui forment à ces sujets-là, mais de manière globale, aux États-Unis bien sûr, en Angleterre. Je travaille, comme nous en parlions, en tant que super recognizer, donc l'observation du visage, de la morphologie du visage. Alors pour les personnes qui nous écoutent, du coup, c'est quoi super recognizer? Les super recognizer, c'est avoir cette capacité d'analyser. On ne parle pas de morphopsychologie, qui n'ont pas de véracité scientifique et sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui ne sont pas justes, bien sûr. Extraire par rapport à la forme du visage une personnalité, ce sont des neuromythes, donc je n'insiste pas. Le super recognizer, c'est avoir cette capacité de reconnaître un visage, de reconnaître la forme du crâne, de reconnaître l'implantation des cheveux, des sourcils, l'écartement des yeux, et de pouvoir, comme nous en parlions tout à l'heure, par exemple, présenter un passeport. Maintenant, ça se fait moins parce que les passeports doivent être récents, mais il existe encore beaucoup de pays où les passeports peuvent être anciens. Est-ce que la personne qui me présente son passeport avec cette photo, qui finalement parfois n'a plus de rapport avec, qui est ancienne, avec le style vestimentaire ou même de coupe de cheveux, est-ce que c'est bien la même personne? Donc en gros, c'est uniquement reconnaître si oui ou non c'est la même personne. Exactement. Ou pas, sans parler de personnalité ou d'analyse ou d'interprétation derrière. Observer, décrypter un visage pour dire est-ce que ce visage-là correspond. Ça peut être dans un stade de foot, reconnaître un hooligan qui est fiché parmi une foule de personnes. Dire cette personne-là, elle correspond à cette photo, elle est dans le public, elle est dans la foule, c'est cette personne-là. Et cette personne peut être de profil, peut même être de dos parfois. En gros, tu joues à Où est Charlie, mais on est payé Exactement, pour ça. absolument.
Exactement. Ça, c'est en Angleterre, c'est avec la police londonienne. Et voilà, je suis bénévole aussi pour l'université de Greenwich qui travaille sur des études qui sont liées aussi au non-verbal et à l'observation de la forme des visages. Génial, donc c'est énormément d'analyses minutieuses et d'observations en fait. Pour moi, le centre de l'analyse comportementale, du langage corporel, c'est l'observation. C'est passer de l'étape de voir à celle d'observer. Ce que tu fais parfaitement, toi, dans tes spectacles, dans ton expertise, tu es un observateur, tu es un décrypteur. En tant qu'analyste comportementale, c'est mon métier. Je n'interprète rien sans avoir observé en détail la personne ou le groupe de personnes qui est concerné. En m'accent, et je te pardon pour mon long... mais non, mais c'est super. Ce que tu disais, Synergo, mais aussi les autres disciplines scientifiques, le contexte, les protagonistes, le sujet, le langage non verbal. Ce que je veux préciser d'ores et déjà... Ces 4 éléments sont importants. Essentiels. Le langage corporel est indissociable du langage verbal. Ah, très bien. C'est intéressant de le pointer parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les médias, j'entends énormément de gros discours. Soit le non-verbal raconte tout, et même parfois ça va à des extrémités le langage non-verbal transmet 93% du sens, qui est on parle de Méradian, effectivement, mais qui a été mal compris. Extrêmement mal compris. Voilà. Et de l'autre, j'entends aussi d'autres personnes qui disent le non-verbal, c'est du bullshit, la synergo, c'est du bullshit, et ça ne donne aucune information. Et toi, tu dis que du coup, le non-verbal ne peut pas être étudié en dehors du contexte et du verbal donné. Le discours est essentiel. L'analyse comportementale, ça n'est pas étudier tout et n'importe quoi, n'importe quand. C'est étudier, observer, analyser, décrypter. Comme ça, on a tous les termes, on a beaucoup de synonymes. À un moment donné, un axe de tête, un changement de position, un autocontact, une émotion, à un moment qui va être important ou non d'ailleurs dans la discussion. Tu vas changer de position. Là, je vois que tu manipules un petit peu tes mains, tu tournes un peu tes bijoux, ce qui est un signe de réflexion, mais aussi une forme un petit peu de tension dans la relation. Ce qui est normal parce que nous sommes dans un cadre qui est défini, donc le contexte est important. Donc on va observer des éléments spécifiques. On ne va pas observer de manière globale, ça ne veut rien dire. Et on le lit au discours. Le lit au discours. Quel est le sujet qui est évoqué ? À ce moment-là, tiens, il s'est reculé un petit peu sur son fauteuil. Tiens, les jambes se sont déplacées. Il y a eu un axe qui s'est positionné d'une certaine manière. Ça ne veut pas tout dire, ça n'est pas révolutionnaire. Par contre, ça donne une information. Ça donne un indice sur l'état de la relation, l'état émotionnel. J'aime bien le mot indice et j'aime bien notamment ce que tu dis, notamment pour la bague. Effectivement, là, je suis pas stressé, il n'y a pas de tension, mais c'est juste que du coup, moi, en tant que mon job là dans l'interview, je suis en train de penser aux prochaines questions, à écouter, etc. C'est du cognitif. Oui, c'est ça. Donc il y a du cognitif qui se met en place. Mais du coup, ce qui est très chouette, c'est que par rapport à d'autres personnes qui parlent de non-verbal, j'ai l'impression que dans ce que tu me racontes, il n'y a pas une sorte d'absolu du sens du geste, ce qui, j'ai l'impression, a été un peu résumé. Tout à fait. Ou une incompréhension de beaucoup de gens de ce qu'ils s'imaginent la synergo. C'est tu te grattes le nez ou tu t'as levé les épaules, donc ça veut dire que. Et donc toi, tu dis que c'est le geste dans son contexte qui peut donner un indice. Il y a des fois, du coup, où le geste, lui, ne va rien donner comme info. Ou par exemple, il y a un désaxage et tu te dis, je ne sais pas comment l'interpréter. Alors, plusieurs choses. Pas que la synergo. Oui, pas que la synergo. T'as quoi d'autre comme science, du coup, comme tu parlais en France il y a aux États-Unis, il y a des anciens, il y a une chaîne qui est très célèbre qui s'appelle The Behavioral Panel. Behavioral Panel. Avec Scott Roos notamment. Il y a des anciens qui sont des anciens du FBI, de la CIA, qui sont des agents qui sont formés à détecter, bien sûr, le discours, la véracité du discours et aussi le langage corporel. Et il y a des formations, j'ai passé ces formations, il y a Ekman qui a fait certaines formations aussi. Le but n'est pas d'enchaîner toutes les certifications. Ce que je veux juste préciser, c'est qu'il existe beaucoup d'études qui sont basées là-dessus. Et pas uniquement d'études et de sciences, disciplines scientifiques. Pas uniquement, encore une fois, la synergologie. D'ailleurs, la PNL s'est intéressée un peu à un certain PNL, moment, on en parlait sur le cadre sur le du corps, regard, le corps, que tu maîtrises parfaitement, qui sont souvent mal utilisés. On en parlait. Il ne faut pas résumer les sciences du comportement. D'ailleurs, je précise pour les personnes qui nous écoutent, quand on dit on en parlait, parce qu'on a déjeuné juste avant l'enregistrement. Oui, absolument. Et qui n'est pas du tout dans l'épisode. Parce que j'imagine les personnes, Élodie qui écoute et qui fait mais ils en ont parlé où je vais revenir depuis le début de l'épisode. On se connaît un petit peu.
peu, même bien. Je suis venu à tes spectacles et c'est vrai qu'on a déjeuné ensemble juste avant et on a échangé sur, je préfère mettre sur les différents sujets. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas entendu, c'est normal. On vient de le découvrir ensemble. Absolument, absolument. Sur la notion d'absolu, tu as raison et c'est une différence, ou en tout cas c'est un point de vue qui est pour moi fondamental. Il n'y a pas d'absolu. Et il y a des gestes, effectivement, qui ne servent à rien ou qui servent uniquement sur un positionnement de chaise, par exemple, une position de chaise de manière corporelle, physiologique. J'ai besoin de me repositionner parce que j'ai mal au dos, parce que j'ai mal aux fesses, parce que l'assise est mauvaise. Oui, complètement. J'ai besoin de détendre mes mains de cette manière-là, par exemple, parce que peut-être je suis un peu stressé ou puis j'ai des fourmis dans les mains parce que le sang, il y a moins d'irrigation dans les doigts. J'ai eu de la poussière qui est rentrée dans mon nez, ça me donne envie de le gratter. Par exemple, c'est souvent ce qu'on dit, ceci dit, sur ces items. Oui. Pardon. Sur ces items du comportement, tu vois, il y a beaucoup de gestes aussi de ma part, notamment sur les autocontacts. Ouais. Les autocontacts, on me dit souvent, oui, mais ça me gratte. Donc les autocontacts, c'est toucher son propre corps. Toucher son propre corps, ça peut être souvent sur le visage. Ouais. On peut, bien sûr, toutes les zones corporelles, toutes les zones du corps. On a observé C'est quoi notamment... les plus fréquentes que tu observes, que les personnes qui nous écoutent pourraient reconnaître comme autocontact? C'est souvent le visage, encore une fois. On parle de micro-caresses ou de micro-démangeaisons. Ok, donc c'est gratter ou caresser une partie? Oui, là, il y a une interprétation, justement. Ah. Quand on me dit « mais je me suis gratté, ça me grattait », souvent, on va observer une micro. C'est pour ça qu'on appelle ça une micro-caresse. Donc là, tu es en train de gratter le bas ici, de ta mâchoire avec ton index droit. Avec mon index droit, ma main droite, effectivement. Les zones qui sont ici, plutôt sur le maxilla, ici, la maxillaire, ou le platysma, ici, ce sont plus des zones qui sont liées un petit peu à de l'énervement, ici. On va tendre donc quand on est ici, énervé. c'est le bas de la mâchoire, toute cette le long zone-là, de... les maxillaires. Ouais. Les maxillaires, ok. Les maxillaires, la mâchoire, ici. Donc je vous dis ce que moi je vois, du coup, sur Cyril, c'est, vous imaginez le bas de l'os qui forme le bas de votre mâchoire. C'est toute cette partie-là, ici. Là, ici, c'est le menton, bien sûr. Un autocontact sur le menton, c'est quelque chose d'assez classique. Quand on se démange ici de cette manière-là, c'est plutôt une notion de réflexion. Ouais. Réflexion doute, quand même. Réflexion doute. Quelqu'un qui fait ça, on va l'observer en négociation, on va l'observer en recrutement, notamment en réunion, lorsque je forme les collaborateurs, les équipes. Ça peut être des équipes dans l'immobilier, des équipes commerciales, des équipes dans le droit, dans la santé, tous les secteurs. Le langage corporel, il est partout. Il est tout le temps avec tout le monde. C'est un peu comme un ego, notamment. Et d'ailleurs, ça fait un parallèle très intéressant pour les personnes qui nous ont entendus sur la cognition incarnée, sur le côté de le corps permet la pensée, et donc des schémas corporels similaires probablement sous-entendent une pensée similaire. Et que du coup, dans le contexte, ça va modifier des choses, mais qu'en gros, certaines de nos pensées vont être attribuées à certains types de gestes spécifiques. Et je mets type de geste au sens large pour ne pas qu'on s'imagine que, encore une fois, si je lève l'épaule gauche, c'est que je mens. Voilà, c'est important aussi de clarifier. On parlera peut-être de détection du mensonge, mais on l'a échangé aussi pour pas rester jusqu'à la fin de l'épisode pour entendre. Donc j'insiste pas, on en parlera tout à l'heure. C'est ça. Mais c'est très intéressant. Du coup, donc si je comprends bien, la Synergo et les autres études de comportement se sont beaucoup basées sur l'observation de vidéos par rapport au contexte. Oui. Si je faisais l'avocat du diable, je pourrais te dire, comme c'est des observations de vidéos, comment est-ce que tu arrives à t'assurer que l'interprétation est réellement ce qui se passait à l'intérieur de la personne, puisque tu lui as pas demandé ce qu'elle vivait à ce moment-là, et que même si tu lui demandais après, elle est biaisée par rapport à son vécu? Elle est biaisée. D'abord, on va observer le discours. Encore une fois, on peut interpréter quand même un geste, un comportement, par l'intermédiaire, et j'insiste dessus, par les mots. Okay. On parlait de ce pincement du nez-là. Sans aller demander la signification, il y a des centaines, des milliers d'heures de vidéos qui sont liées à ces gestes-là. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas faire d'effet Barnum, évidemment, que c'est 1000%, 100% des cas similaires. Bien sûr, encore une fois, il faut le remettre dans un contexte. Malgré tout, on peut le confirmer tout d'abord par le cadre et le sujet qui est évoqué. Il y a notamment une vidéo que je passe en formation, qui est celle de Christine Lagarde, qui est présidente du FMI, et qui a, lors d'un discours, expliqué que moins d'ego, moins de testostérone, moins d'ego. Moins de testostérone, moins d'ego. Less testosterone, more ego. Donc, less testosterone, less ego, pardon, moins d'ego. Et elle fait, à ce moment-là, il y a une respiration, elle fait...
et elle se pince le nez comme ceci, et elle se recule. Ok. Là, très sincèrement, il est inutile. Je me suis pas entretenu avec Christine Lagarde, mais celle-ci sait qu'en évoquant ce sujet-là face à des conseils d'administration lors d'une conférence avec énormément d'hommes, finalement, c'est un sujet délicat et elle le manifeste par cet autocontact. Ce sujet est délicat. On l'a eu aussi avec Mathilde Panot récemment, qui nous a sorti une énormité historique, notamment face à Duhamel. Et elle lui dit, mais ce que vous dites est faux. Et elle tourne le visage et elle se gratte le nez. Elle se pince le nez. Elle se pince le nez au moment où, du coup, il y a un inconfort par rapport à ce qu'elle raconte. Un inconfort. La situation n'est pas bonne. La situation me gêne. Pour résumer un petit peu, ça ne sent pas bon. Le terme est lié. Les autocontacts c'est bien. sont liés aux membres et les oreilles peuvent être liées sur un autocontact, par exemple, à je veux entendre quelque chose. Il y a quelque chose qui me dérange. Soit je veux en parler, soit je ne veux plus l'entendre. Il y a la zone de l'oreille et la zone de l'audition. La bouche, une personne qui va mettre sa main comme devant la bouche, c'est peut-être un désir soit de s'exprimer, soit que le sujet qui est évoqué n'est pas celui auquel il voulait ou elle voulait le cadre aller exactement. C'est intéressant. C'est lié à la parole. Oui, ok. C'est pas systématiquement le cas, mais ça se vérifie par le discours. Donc c'est statistique en fait. C'est statistique sur le nombre de cas étudiés. Personnes. Et il y a certaines études où on demande aussi aux personnes. C'est-à-dire, est-ce que tu as un exemple Il y a des échantillons, pas en synergo spécifiquement, mais dans d'autres études scientifiques qui sont liées aux émotions, aux autocontacts, aux microcaresses, ces sujets-là. Il y a David Matsumoto, notamment, qui est quelqu'un qui est célèbre pour étudier les émotions dans les différentes cultures, qui a repris les travaux d'Ekman, notamment, de Paul Ekman sur les émotions. Ces scientifiques réalisent des études sur des échantillons de personnes où on va soit les informer de l'étude, spécifiquement du cadre, soit leur donner un sujet qui n'est pas celui qui est étudié, soit leur expliquer certains détails, mais pas l'ensemble du cadre de l'étude, pour extraire des observations, des statistiques bien évidemment, et leur demander par la suite quel était votre état d'esprit. À ce moment-là. On vous a posé une question délicate, vous avez porté le regard en haut à droite. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Est-ce que vous avez cette capacité de reconnaître votre émotion, votre pensée à ce moment-là ? Ah oui, donc en fait, c'est une forme d'auto-empathie, c'est-à-dire qu'on les mettait face à eux-mêmes et on leur dit là, quand votre corps il est dans cette position, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est ce qu'on appelle la métacognition. Métacognition. Très intéressant, ça me fait penser à quelque chose qu'on avait un peu expérimenté dans le théâtre corporel, où j'avais fait un stage avec Yves... je n'arrive plus à retrouver son nom de famille, ça me reviendra, mais je vous mettrai tout. Yves Marc, qui est un des fondateurs du Théâtre du Mouvement, où en fait, un des explorations qu'on avait fait dans ce stage-là théâtral, c'était on mettait aléatoirement nos corps dans des positions particulières. Genre, on nous disait, mets la tête dans une position, regarde dans une direction, et qu'est-ce que ça mets le corps et laisse-le juste comme ça. Et quelle est l'émotion qui vient ? Quelles sont les pensées qui viennent ? Etc., etc. Et après, on le faisait avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on regardait des personnes se mettre comme ça. Et ce qui était assez dingue, c'est que il y avait des fois où on était plusieurs et il n'y avait pas la même interprétation, mais il y avait certains gestes, notamment la corrélation entre la position du tête et la position des yeux. Je ne parle pas que la position des yeux, mais vraiment le truc de, par exemple, je baisse la tête et les yeux en bas, ou alors je tourne la tête sur le côté, je lève les yeux en l'air. Il y a vraiment eu un truc on était de plein de différentes cultures, asiatiques, africaines, américaines, etc. On avait la même interprétation de l'interprétation. Et ce qui est très, très, très puissant. Et donc, ce que j'entends, c'est que dans certaines des études, on essayait de comprendre le sens du geste. C'est qu'on demandait aux gens, tenez, regardez, vous avez fait ce geste-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous ? Exactement. Exactement. Dans l'explication d'une histoire aussi. Là, tu relates un récit qui t'est réellement arrivé et on va utiliser les mains. Là, il y a une notion quand même qui est culturelle, mais on va observer, il y a beaucoup d'études qui vont pour savoir l'interprétation. Est-ce que la main va être positionnée plutôt en avant ? Est-ce que la paume de la main va être ouverte ? Est-ce qu'elle va être sur la tranche ? Est-ce qu'elle va être... Selon certaines cultures, selon certains types de récits, on va observer différentes positions des mains. Choses.
Mais on va remarquer malgré tout que les mains sont beaucoup utilisées pour relater un récit, pour expliquer, pour parler. Peut-être que là, comme on rentre dans des nuances, et c'est super parce que c'était ça l'objectif aussi, pour les personnes qui ne se connaissent pas du tout dans ces univers-là, est-ce qu'il y aurait malgré tout, même si on a dit que c'est très dépendant du contextuel, et je redonne le cadre, est-ce qu'il y aurait quelques observations de comportement ou de non-verbal que tu pourrais partager, que les gens pourraient reconnaître en eux ou dans leur entourage? Premier point, on en a parlé, la métacognition. Vraiment s'auto-analyser. Essayer dans l'interaction, en égo, pour parler de ce sujet-là, en réunion, dans des interactions à enjeu professionnels, essayez de vous auto-observer. Avant d'observer les autres, déjà, observez-vous vous-même. Mais comment est-ce qu'on fait on se met face à un miroir? Non, dans l'interaction, on essaye d'avoir cette conscience, c'est la préparation, on se le dit en amont. Je me dis, je vais conscientiser mon corps. Pas tout le temps. C'est-à-dire que lorsque je serai peut-être déstabilisé, lorsque je vais savoir qu'il y a un sujet qui est un enjeu délicat pour moi, je vais essayer d'en prendre conscience et de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme geste? Est-ce que je vais me déplacer sur ma chaise? Tiens, je me suis déplacé sur ma chaise à ce moment-là. Qu'est-ce que je pensais à ce moment-là? J'étais à l'aise, pas à l'aise? Est-ce que j'étais dans l'ouverture, dans la fermeture? Est-ce que j'étais en train de parler? Est-ce que j'étais en train d'écouter? Petit conseil, faites-le lorsque vous écoutez, c'est plus facile. C'est difficile de s'auto-observer, de faire pendant qu'on est en train de parler. Lorsqu'on parle, on pense déjà à ce qu'on dit. Donc c'est malgré tout lorsqu'on écoute, et tu le sais très bien, on écoute souvent pour préparer ce qu'on va dire plutôt que réellement écouter ce que les gens disent. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais la réelle écoute active, elle est assez... dans le monde professionnel, il y en a très peu, à mon sens. Le monde personnel, il n'y en a pas beaucoup non plus. Je pense non plus. Quand on dit qu'on ne va pas bien ou qu'on va bien, finalement, à mon sens, assez peu de monde sont réellement dans l'écoute empathique on parle d'empathie affective notamment pour ces sujets-là. La deuxième chose que l'on peut faire pour, je dirais, travailler le langage corporel et ne pas avoir de formation directement sur ce sujet-là, c'est quand même d'observer le corps de manière globale. Je l'ai évoqué là à l'instant. L'ouverture, la fermeture, le confort, l'inconfort. Donc, qu'est-ce que tu appelles ouverture et fermeture? C'est l'ouverture des bras, ou est-ce qu'ils sont plutôt étendus ou éloignés l'un de l'autre, ou est-ce qu'ils sont plutôt resserrés? On va parler de l'amplitude des gestes, exactement. L'amplitude des gestes, ok. L'amplitude des gestes, on peut observer quand même les épaules. Est-ce que les épaules sont plutôt contractées, remontées vers le haut? Est-ce qu'on va avoir plutôt une tête qui est rentrée plutôt effectivement dans les épaules, un corps qui est en hypertonie, donc qui est plutôt tendu. Très tendu, ce qui est plutôt une notion de tension, qui d'ailleurs rejoint beaucoup les travaux d'Amy Cuddy. Les power poses. Pour les personnes qui n'ont pas entendu, écoutez les... complètement. Mais effectivement, les épaules qui sont plus refermées auront tendance à mettre la personne par conditionnement dans un état d'esprit pessimiste, et les épaules qui s'ouvrent plutôt dans un truc joyeux, confiant, courageux. Exactement. Juste pour faire la différence, on va voir les mains aussi, la tension dans les mains. On peut observer au niveau des articulations, est-ce que la main est très tendue, donc il y a peu de sang qui passe ici, ou est-ce que la main est plutôt détendue? On va observer des corps qui vont être en asymétrie. Donc est-ce qu'il y a une asymétrie dans le corps? Est-ce qu'il y a une épaule qui est plus haute que l'autre? Est-ce qu'un peu décalée ou pas? Alors on peut se redécaler effectivement dans la conversation, mais essayez d'observer cette forme de tension globale vers le haut avec des notions d'asymétrie. Respiration aussi. Il y a des respirations qui sont un peu coupées. On va observer, ou qui est difficile de respiration. Là, il y a une forme, effectivement, le corps est en alerte. On peut parler de la fuite, de l'attaque, de l'inhibition, des trois comportements qui sont ancrés en nous, qui sont basiques de Laborie, d'Henri Laborie. Mais on peut observer ce genre de choses. Dernier élément, on va parler de confort, d'inconfort. Les mains, les bras, les épaules, l'amplitude, on en a parlé. Confort, inconfort, c'est est-ce que cette personne est en intrapersonnel, confortable, confiante ou pas? C'est avec elle-même, en intra. Ok, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un confort de la situation, mais c'est avec elle-même? C'est lié à la situation. Ne le décorrélons pas du contexte, toujours, et du discours, bien sûr. Mais est-ce qu'elle avec elle-même. À cet instant-là, c'est pas vous. C'est pas tous les deux. Est-ce que moi je me sens bien avec moi? Est-ce que j'ai confiance en moi en fait? C'est ça. On en a parlé avec Julien notamment, cette notion de confiance. Effectivement, en négociation, il y a le trust et la confidence. Le trust, c'est avoir donc c'est l'inter. Donc là, c'est plutôt l'ouverture, la fermeture. Est-ce que la personne est ouverte à la discussion avec toi ou pas? Et là, c'est plutôt de l'interpersonnel. Là, c'est trust in you.
La confidence, c'est intra-personnel et c'est plutôt inconfort. Okay. Ça se voit par les mains, effectivement, par les épaules. On peut observer aussi les jambes, les Donc, pieds. est-ce que la personne est plutôt ouverte à l'échange ou au contraire fermée là-dessus? Exactement. Alors, c'est intéressant du coup parce que ça me fait penser à un des clichés qu'on a beaucoup sur le non-verbal. Oui. Je pense aux bras croisés. Oui. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et j'imagine que les bras croisés, parce que je connais beaucoup de personnes qui applique systématiquement la personne elle a les bras croisés, donc elle est en méfiance ou donc elle est C'est bien dommage. C'est bien dommage, ok. Comment toi tu nuancerais ou t'apporterais, comment toi t'analyserais les le terme bras croisés, nuance, tu l'emploies et c'est parfaitement le cas. Les bras croisés ne sont pas toujours, évidemment, et je dirais que dans la majorité des cas, c'est pas de la fermeture. Ah, bien sûr. Merci de le dire. Tu le sais très bien. Écoutez ça attentivement. Dites à toutes les personnes qui vous disent oui, la personne en face de moi, elle avait les bras croisés. C'est un euromythe. Je dirais pas dire que c'est idiot, mais c'est pas loin quand même. Il y a certains cas où c'est de la fermeture. Quelqu'un effectivement qui est dans une négociation, et dans une réunion, qui est pas à l'aise, qui part en arrière, qui va peut-être croiser les jambes, qui va se tendre un petit peu et qui va fermer les bras. Souvent, les mains disparaissent aussi un petit peu. Hein, les mains, partant n'oublions pas aussi que nous croisons toujours les bras de la même manière, dans le même sens, ou très souvent, ce qui n'est pas le cas du croisement des jambes. On peut croiser les jambes. On croise toujours les bras de la... Ouais. Ça me donne envie de tester. Fais-le. Donc là, j'ai la main droite par-dessus la main gauche. Décroise et fais dans l'autre sens. Oh, waouh. Tu vois? Je vous invite à le tester chez vous. Faites-le, absolument. Je le fais en formation. Très étrange. Tandis que si je te demande de croiser les jambes, tu peux croiser les deux côtés très facilement. Sans aucun souci. Très facilement. C'est systémique. C'est-à-dire que les jambes vont parler aussi en fonction du sens, en fonction de l'interlocuteur. Certaines personnes en interrogatoire ne sont pas à l'aise. Elles vont pointer les pieds, les jambes vers la sortie. Elles ont parfaitement oublié où était la porte. Mais par contre, les jambes, elles n'ont pas oublié. Les bras n'ont pas de système, c'est-à-dire elle croisera toujours de la même manière. Mais en formation, des photos que j'utilise, il y a Paul Bocuse, par exemple. Feu Paul Bocuse. Paul Bocuse pose avec le grand chef étoilé Paul Bocuse, avec la main qui est posée sur son avant-bras. Donc il ne croise pas. Mais il croise, si, les bras sont croisés, mais la main est posée délicatement. C'est une posture de maîtrise. C'est une posture pour poser pour la photo, bien évidemment. Mais on peut l'observer aussi en vidéo. Le général de Gaulle, parfois, va s'exprimer lors d'interviews, filmées cette fois-ci, où il croisait les bras. Le croisement de bras, c'est de la réflexion, de l'observation attentive, du recul, aussi pour de la réflexion par rapport à ce que la personne te dit, mais aussi de la réflexion en intra. Qu'est-ce que je pense? J'essaye de réfléchir, peut-être de couper un peu pour prendre un temps. Un temps pour soi, pour réfléchir, mais ça n'est certainement pas systématiquement de la fermeture. Quelqu'un qui vous écoute avec attention, il peut avoir les bras croisés. Ça me parle beaucoup, cette notion de réflexion, parce que ce soit moi ou d'autres personnes ingénieurs que j'ai pu accompagner, c'est vrai que je vois énormément face à un problème plus difficile, où il y a un truc qui bug, il y a rapidement le croisement qui vient. Le moment de comment on va résoudre ça, et automatiquement les bras se croisent. Et il y a un peu un truc effectivement de je re-rentre dans ma tête pour me dire ok, il y a un paramètre que j'ai pas analysé, est-ce que l'équation était bien écrite, etc. Je me ressens sur moi-même et je réfléchis, absolument. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'avais vu une fois un échange où je sais plus si c'était dans ma famille ou avec des amis, mais où je me rappelle vraiment la réaction. C'était, il y avait une personne qui avait parlé d'un truc, d'une proposition à faire, je sais pas, une sortie ou etc. Et là, tu avais croisé les bras et la première a dit ah bah d'accord, super, tu te fermes. T'es pas content, ça te plaît pas content, exactement. Ouais. Et l'autre a fait mais pas du tout, j'étais juste en train de voir ma disponibilité. Et c'est vrai en train de réfléchir si j'étais disponible. Oui, c'est ça. Et elle a fait non, pas du tout. Mais du coup, pourquoi tu m'attaques? Ah, mais arrête de mentir parce que tu as croisé les bras. Donc si je comprends bien, c'est en fait un recentrage, ensemble sur ce cadre-là. Mais c'est un ensemble d'interprétations, d'horizons de sens différents, contexte, protagoniste, sujet. Contexte, protagoniste, sujet. Partez toujours, là je vous donne des éléments de ma formation. Trop bien. Mais le préalable, c'est étudier le comportement, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les dimensions du comportement, les dimensions scientifiques notamment, mais prendre en compte le contexte, les personnes qui sont présentes, principales ou secondaires.
Il peut y avoir des personnes à côté. Là, nous sommes tous les deux, mais il pourrait y avoir du public. Tu connais bien ça. Des personnes. Je vois pas de quoi tu parles. Pas public. Du tout. Il y a toujours. Les salles sont remplies, donc bon, même là, on a du mal à s'asseoir tellement il y a du monde. Mais tu connais donc les personnes, et c'est vrai que les personnes qui sont dans un entourage secondaire peuvent influencer aussi. Oui, juste savoir qu'il y a quelqu'un qui m'observe. Bien sûr. Quelqu'un qui. Bien sûr. Ça change complètement la dynamique. Donc il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. Et enfin, le sujet, le discours. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir extraire certaines interprétations. Et donc, du langage dans ton travail d'interprétation, est-ce que du coup, il y a uniquement un peu comme. J'exagère l'image, mais une forme d'arborescence de il y a ce geste avec ce type de sujet, avec ce type de protagoniste, donc ça veut dire ça. Comment est-ce que quand toi tu regardes une vidéo, que tu regardes un comportement, tu te mets à donner du sens justement à ce que tu vois? Dans ce cadre-là, j'ai mon référentiel. Je suis analyste du comportement. Ça fait des années que je fais ça, donc je forme à ce sujet-là. Ton référentiel, tu veux dire ton expérience personnelle? J'ai un référentiel scientifique. Des gestes, des items comportementaux. On parle d'items pour un geste, on parle de cluster. Quand on va, une fiabilité d'interprétation se fondera sur un cluster, c'est-à-dire plusieurs signes du comportement. Comme tu l'as dit très justement par rapport au regard tout à l'heure, on peut avoir le visage baissé avec le regard qui va baisser, mais je peux baisser mon visage et regarder vers le haut. Donc, baisser le menton et regarder vers le haut. Exactement, baisser la tête en axe sagittal inférieur vers le bas et avoir un cadran vers le haut. On réunit plusieurs informations. Donc, par rapport aux études que j'ai faites, par rapport aux études scientifiques qui sont publiées sur ResearchGate, sur toutes les plateformes que tu connais parfaitement et puis que je vous incite à bien sûr consulter pour ces sujets-là, j'ai mon référentiel. Un geste, un autocontact peut potentiellement donner ce type de signification. Mais je pars de cette arborescence-là, de ce sujet-là. J'apporte de la précision avec mon pouce. Et c'est très intéressant parce que ce qu'il a fait comme geste, c'est qu'il a serré le pouce et l'index en un petit point comme s'il attrapait une petite mouche. Absolument, mais c'est le point de précision. Je digresse, mais ça, par exemple, c'est un geste donc de la main que j'effectue de ma main droite. Donc c'est comme le geste du hockey pour les personnes qui écoutent, avec le pouce, l'index qui fait un cercle et avec les 3 autres doigts qui sont vers l'air. Alors il y a ça, parfaitement, mais là déjà, il y a 2 interprétations. Ok. Ça, lorsque je parlais, je disais pas c'est OK. Oui, non, c'est vrai. Précis. Oui, je disais le sens OK. C'est vrai que inconsciemment, j'ai juste dit ça pour faire visualiser. Mais c'est vrai que du coup, il a les deux sens. Ce qu'on appelle un geste emblématique, un geste d'emblème. Emblématique. Ça, effectivement, pour faire un emblème. Et c'est souvent culturel. C'est souvent culturel. Ça, c'est le OK. Tu l'as dit justement. Oui. Tout est OK. 0 kill. Extrait, ça vient du militaire. Lorsque les militaires revenaient, on demandait quel était le nombre de soldats qui étaient tombés au combat. Et lorsqu'on disait 0 on leur mettait 0 kill, ça veut dire OK, ça veut dire que personne n'avait été tué et que tout allait bien. Donc le OK vient de ce sujet-là. Précision, comme je le disais, j'apporte de la précision à mon discours en politique, en prise de parole. J'accompagne certains politiques aussi sur la prise de parole. On va souvent utiliser ce détail-là. Chirac précisait souvent avec ce détail-là. Donc c'est vrai que d'ailleurs, la différence, c'est que j'ai l'impression que le hockey commence avec les 2 doigts qui sont déjà touchés, pour moi en tout cas, et qui montent ensemble. Oui. Et là, il y a eu un truc de... La main s'est rapprochée et il y a eu plus d'animation. Effectivement, la main peut certainement plus se déplacer. Mais on va plus l'appuyer. Effectivement, il y a un je appui. dis c'est OK. Là, on va plutôt faire un mouvement d'avant. Il y a un avant-arrière avec les doigts. Okay. Mais par exemple, si je te fais ça... Donc là, il est en train de mettre sa main à l'horizontale. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra aussi, parce que c'est filmé aussi. Pour les personnes qui... Donc il y a le pouce et l'index qui sont vers le haut. Qui sont resserrés sur la poitrine. Qui sont resserrés sur la poitrine. Exactement. Avec la paume de la main vers le haut au niveau de cette manière-là. Au niveau du centre de votre poitrine. Oui, le plexus solaire, effectivement, ici. C'est un signe, un geste qui te fait penser à qui, peut-être? Ce geste-là? Oui. Je n'ai aucune idée. Si je te dis l'éveillé. L'éveillé? Oui. Non, je ne vois pas. Peut-être que les personnes qui écoutent verront. Mais... L'éveillé, c'est la signification de Bouddha. Ah oui, absolument. Bouddha peut même le placer comme ça. Il peut le placer comme ça. Et ça, ça a avec le cercle qui arrive au niveau. Bien sûr, au niveau de la poitrine, mais il peut le placer aussi. Peut le placer de cette manière-là. Sur le côté, donc avec Bouddha une main a plusieurs sur le signes, côté. les dieux indiens, l'hindouisme, beaucoup de signes. Et là, c'est pas de la précision. C'est pas OK. Bouddha, il est pas en train de te dire OK, mon gars, c'est OK. Chill, mon ref. C'est OK. bien, OK, pas de problème, pas du tout. C'est l'enseignement, la doctrine.
En faisant ce signe-là, il donne la doctrine hindouiste. Il enseigne quelque chose. Donc là, en 5 minutes, on vient de donner 3 significations au même geste. C'est génial. De ce que j'entends aussi, j'ai l'impression que du coup, on en a déjà parlé, mais ça renforce le côté culturel. Est-ce que du coup, comme ton premier conseil, c'était quand même de faire de l'auto-analyse de la méta, est-ce que le risque, c'est que, du coup, moi, ce que j'ai analysé, que mon corps raconte, ne raconte pas du tout la même chose pour une personne qui vient d'une culture différente? Et si oui, comment je fais pour apprendre ça, du coup? Un élément essentiel, 70% de la réussite d'un entretien, d'une négociation repose sur un mot. Selon toi, lequel? Et ça, référence à notre cher ami Julien Pellabert. Un mot Pas uniquement à lui, mais... le bonjour? Non. Non. Comment tu veux réussir un entretien, une négociation, sans cet élément-là? Et ça répond à ta question culturelle. 70% de la réussite d'une interaction et spécifiquement d'une négociation s'appuie sur ça, spécifiquement sur ce que les personnes négligent. Et ça inclut le langage corporel notamment. Oula, c'est un mot court, mais pas du tout, un mot très simple. Oui, non, quelque chose du genre? Non. La préparation. Ah, la préparation. La préparation. Je pensais un mot qu'on va dire dans la négociation. J'étais pas dans le bon cadre. Je me suis mal exprimé, certainement, mais c'est vrai, il faut préciser. Oui, la préparation et 70... oui, effectivement. Si vous ne vous préparez pas dans une interaction culturelle qui est différente, si vous ne savez pas, ça, dans certaines cultures, c'est une insulte. C'est une insulte. Oui, je ne dirais pas ce que c'est et à quoi ça fait référence. Alors moi, étant d'origine libanaise, quand la tati ou la mamie qui fait ça, ça veut dire que tu vas avoir une fessée. Prépare-toi à prendre des coups. Alors c'est pas une insulte, mais tu vois, c'est encore. Non, mais du coup, c'est pas le hockey, au contraire. Au contraire, c'est le pouce et l'index qui sert. Méfie-toi, ça va tomber. C'est exactement. T'as intérêt à bien. Méfie-toi, t'as intérêt à bien écouter. Ouais, t'as intérêt à suivre exactement ce qu'on te dit. Exactement. Donc si tu ne prépares pas ça, si par exemple dans un cadre de négociation, d'entretien, je suis avec des Libanais, et je sais, mais vous devez préparer ces éléments-là. Qu'est-ce que dans la culture libanaise, il est proscrit de faire en termes de non-verbal, en termes de discours, bien sûr. On parle de proxémie, la distance aussi. La distance avec l'autre. Avec l'autre. Est-ce que en Asie, on ne se rapproche pas des gens, hein. Si vous voulez négocier avec un Asiatique et que vous êtes collé à lui, mais ils vont pas apprécier. Ça va mal se passer, hein. Vous êtes mal parti pour la négo, je vous le dis, hein. C'est évident. Donc, la préparation va nous permettre de savoir quel discours tenir, quelle stratégie on va mettre en place, bien évidemment. C'est ce qu'on fait en formation, c'est la manière dont on prépare les gens, en négociation, bien sûr, mais on prépare aussi le langage corporel. C'est génial. Bien évidemment, ça fait partie de la relation et de la négociation. Un mauvais langage corporel va impacter très fortement une négociation. Donc très en fait, c'est pas juste analyser l'autre, mais c'est aussi analyser ce que moi, mon langage non verbal, raconte à l'autre et comment ça va jouer en ma faveur ou en ma défaveur. C'est le conseil qu'on peut donner aussi, c'est observez-vous effectivement et dites-vous, est-ce que ma posture, est-ce que la manière dont je me positionne et est-ce que mes gestes, sont en congruence avec mon discours, sont en alliance avec mon discours, en alignement avec ce que je dis. C'est l'un des points importants de l'analyse du comportement. C'est est-ce que le langage corporel est en congruence avec le langage verbal. Est-ce que mes gestes, en cognition incarnée aussi, est-ce que c'est aligné avec ce que je dis? Avec ce que je suis en train de dire ou pas du tout. Et est-ce que ma posture me met dans une bonne situation, une bonne interaction, une bonne communication avec l'autre? On parle de zone care, la confiance, l'assertivité, la réflexivité et l'empathie. Génial. Je me demandais, je me disais, en me mettant à la position de certaines personnes qui nous écoutent, ils peuvent se dire, oh là là, déjà moi négocier, c'est déjà compliqué. Alors on a parlé de certains épisodes sur la négociation. À quel point ou quand est-ce que dans une négociation ou dans une interaction, je dois porter cette attention-là au non-verbal? Parce qu'est-ce que le risque ne serait pas de, si je suis uniquement focalisé sur les gestes, en plus, comme je t'entends le dire, et ça demande une vraie analyse, est-ce que le risque c'est que du coup ça me sort pas de ce que la personne dit? Et comment est-ce que du coup tu te retrouves un équilibre entre les deux? C'est lié à ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est observer certains moments qui sont clés, déjà. Donc c'est juste certains moments? Certains moments. Lorsqu'on va aborder des points bloquants, des irritants, sur un délai, sur un tarif, sur un engagement, une collaboration, un partenariat, une signature,
au moment où on va aborder le sujet, ces sujets qui peuvent être bloquants, là, on va essayer de porter quand même son attention. Le discours restera principal en négociation. On a évoqué Merabian. Si bon, j'ai beau faire des gestes, ça va être difficile de compliqué de transmettre une compliqué de négocier, compliqué de parler. On va plutôt te prendre pour un con. Bon, mais après tout, bon, peut-être que c'est une stratégie. Ouais, mais ils auront compris à 93% apparemment, selon certaines personnes. Là, c'est certain. Donc, il faut quand même, bien sûr, le discours et la stratégie et la préparation, évidemment. Malgré tout, sur certains moments, le langage corporel, il est essentiel. J'insiste, il va impacter négo, entretien de recrutement, négociation de salaire, pas que de la négo commerciale, négo pour échange familial, aussi, personnel. Séduction, ça va impacter directement. Génial. Vous pouvez être le plus beau du monde, si l'attitude corporelle est mauvaise, vous deviendrez moins sexy. C'est très bien dit. J'en suis convaincu. Du coup, arrivons au sujet que je pense beaucoup de gens ont dans l'arrière de leur pensée par rapport au non-verbal. Je parle bien entendu de détection de mensonges et je te vois serrer les mains et te frotter les mains ensemble. Se frotter les mains. Plusieurs interprétations à ça. Plusieurs interprétations. Se laver les mains. Mais là, je pense que c'est de l'excitation plutôt, non ? Ça veut dire, quand on fait ça, bon, c'est... Donc là, tu es en train de frotter les deux mains ensemble. Voilà, ça veut dire plutôt... que c'est bon, que c'est agréable. Bon, ouais. On peut même dire, c'est bon, hein, tu sais, quand c'est de la cuisine, on frotte les mains, se frotter les mains, c'est très agréable. Quand c'est fait lentement comme ceci, observez-le. Ça, c'est assez parlant. Avant de parler de mensonges avec grand plaisir. Dans l'interaction, souvent, en prise de parole en public, on l'observe ça, des gens qui frottent leurs mains doucement comme ceci, là, c'est un signe d'inconfort. C'est un signe c'est un manque de préparation. C'est quelqu'un qui est pas à l'aise. Et ça, j'ai pu l'expérimenter. Oui, un frottement plus lent. On parle de main lavée. C'est un synergo qu'on dit ça. On ramène pas tout à ça, mais je trouve que ça illustre bien la chose. Complètement. Quelqu'un qui frotte doucement ses mains de cette manière-là, c'est lié à un manque de préparation, à du stress. Observez-le en prise de parole. Alors que quand c'est plus rapide, il y a deux choses. C'est soit c'est bon, soit aussi j'ai froid. J'ai froid. Aussi. Ah oui, quand c'est plus fort, parce que du coup, ça génère de la chaleur, donc c'est physiologique à ce moment-là. Mais effectivement, encore une fois, là, en une minute, on va donner 3 interprétations que moi je connais parce que c'est mon métier, mais qu'il faut mettre donc en perspective par rapport au contexte. Absolument. Il fait pas froid là. Tu sais qu'il ne fait pas froid. Donc si je fais ça, c'est que je sais pas que j'ai froid, ou alors il y a un problème cognitif, enfin même pas cognitif, il y a un problème psychologique, le mec est pas bien, s'il a froid alors qu'il fait chaud dans la pièce, c'est délicat, il y a quelque chose. Donc ça peut être, c'est très agréable, on va parler d'un sujet qui me plaît, ce que j'ai fait pour le mensonge. Plus, il y avait un joli sourire, associé à un cluster d'item, donc un sourire, exactement, tu vois, tu l'as fait naturellement. Ah super, je suis mentaliste. Oui, en détection et en observation, je pense qu'on est pas mal. Mais ça peut être aussi, je termine vraiment là-dessus, quelqu'un qui est mal à l'aise. Observe-le en prise de parole. Quelqu'un qui se lève en réunion ou pas et qui va frotter ses mains, il est mal à l'aise ou il n'est pas préparé. Alors, c'est très intéressant, du coup, avant de rentrer dans la détection de mensonges, ça te fait penser à quelque chose. C'est quand tu observes ça, du coup. Imaginons que, par exemple, il y a une personne là qui nous écoute qui observe ce côté malaise. Comment est-ce qu'elle gère cette information au sein de l'interaction ? Est-ce qu'elle va dire directement « Oh, t'es mal à l'aise ?» Qu'est-ce qui, du coup, j'ai exagéré, bien évidemment. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette info ? Si on a eu cette interprétation-là, on s'est dit « Ah tiens, là, elle est excitée, là, elle est mal à l'aise, là, elle est... » On en fait quoi ? Qu'est-ce que tu conseilles d'en faire ? Contexte. Protagoniste, discours. C'est-à-dire que je suis manager, je vois que comme je l'étais dans mon ancienne carrière, mes équipes de commerciaux, on demande les résultats. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis sorti, parce que les résultats, c'est bien, mais l'humain, c'est mieux. C'est pour ça aussi que je suis face à toi. Très belle phrase. Là. Mais on va observer, par exemple, un commercial qui se lève et qui démarre avec ce type de... C'est soit que le sujet va être délicat dans le sens où les résultats sont peut-être pas bons, soit il n'est pas préparé. Donc je prends juste cette information-là. C'est pas pour l'observation du comportement, c'est pour, on l'a dit, c'est un indice. Ça me donne un indice sur le sujet. À l'inverse, je vois mon manager, mon N+1, N+2, qui a ce signe-là, ça me donne un indice sur son niveau de confort, d'inconfort, d'ouverture, de fermeture, mais plutôt de confort, d'inconfort. C'est plutôt avec lui-même, en intrapersonnel, sur le contexte, la prise de parole elle-même. On va observer des mains qui se prennent sur le pupitre,
où on va accrocher des fixations sur des objets, sur ce qui va tenir donner une forme de objet, tension. C'est pas plus que ça. Ouais. On écoute ce qui est dit. Et en fonction de la situation, et après on traite toutes les infos qu'on a reçues. On la traite, on fait et on l'utilise ou pas. Mais c'est pas forcément pour l'utiliser. Moi, je l'utilise quand on me contacte pour des missions d'observation où je dois rendre un rapport de ce que j'ai pu observer. Et je l'ai fait il y a pas très longtemps sur un mariage. On m'a demandé, notamment une jeune femme m'a demandé, d'observer certaines personnes dans un contexte de mariage et de faire un rapport. Donc là, je dois utiliser ce que je vois pour expliquer certaines choses. Mais dans votre cadre personnel ou professionnel, en séduction aussi, amicalement parlant, on peut observer certaines choses. Mais attention à prendre en compte différents éléments. Et ne pas penser, on a insisté, je te remercie sur ce point-là, de ne pas dire ça veut dire ça, c'est ça, comme tu l'as dit, elle a les bras fermés, elle veut pas faire ce qu'on lui propose. Non, bullshit. En fait, non. La meilleure manière de savoir, c'est aussi de confirmer. Pour avec l'autre. Terminer, on questionne. Super. Questionner. J'observe qu'il est mal à l'aise, tiens, je vois ses mains, ça m'interpelle. Peut-être en tant que manager, j'attends la fin de la prise de parole, je dis pendant ou peut-être après, c'est plus délicat et plus en termes de management, c'est mieux, de relations de confiance. Je t'ai senti un peu mal à l'aise sur est-ce que c'est le cas? Tu as le droit de te tromper. J'ai pu me tromper. Rarement, mais j'ai pu me tromper. mais j'imagine que c'est ça aussi qui te permet, toi, de monter en compétence et de travailler, de remettre en question certains mécanismes. La science, tu le sais, c'est la remise en question systématique, perpétuelle. Ça, effectivement, dans certains cas, comme je te le disais, la situation, le pincement de nez, ça ne sent pas forcément bon. Et vraiment, ça, c'est un signe pour moi, un item qui est vraiment fiable. Vraiment fiable. Mais dans certains cas, la personne se gratte le nez. Elle se pince le nez parce que, elle respire mal. Oui, c'est tout. Mais on peut dire aussi que le corps déclenche le manque de respiration ou la démangeaison dermatologique parce que il se passe quelque chose. Donc le corps va envoyer le message. Je signale aussi. Parler aussi, c'est le top-down ou le bottom-up. Le corps envoie le message au cerveau ou le cerveau envoie le message au corps. Et là, le corps va intervenir. Et parfois, le seul fait d'avoir une position du corps va automatiquement changer notre état d'esprit. Notamment les power poses dont tu parlais. Les power poses ou même la notion de froid et de peur. Le froid me fait trembler et je tremble quand j'ai peur. Il y a eu une étude qui a montré une corrélation entre l'augmentation du froid et l'augmentation du sentiment de peur. Et vous pouvez peut-être le tester pour réaliser que si je vous dis imaginez une situation qui fait peur, on pense à des gens qui sont tout seuls dans une nuit, mais avec un vent, il y a un truc de... Il y a un peu de froid, oui. La notion de froid intervient certainement dans la notion de peur. Voilà, alors que si je vous dis une plage chaude, ce n'est pas la peur en général qui va venir en premier. C'est plutôt la joie, à l'inverse. Exactement. Une émotion positive. Très, très intéressant. Et du coup, une corrélation très forte. Comme toujours. Parlons du coup de détection de mensonges. Oui. Alors, on entend énormément de différentes choses entre les personnes qui disent ça, ce signe-là est vrai ou est faux. Je me rappelle dans d'anciens épisodes, j'avais parlé d'un moment donné où j'avais une amie formatrice qui nous avait raconté qu'il y avait je mets des guillemets, expert en communication non verbale qui était intervenu avant elle. Elle devait animer une formation en prise de parole. Et la personne vient et dit alors c'est très simple pour détecter le mensonge. Si la personne se gratte le nez, c'est que c'est un mensonge. Si la personne par contre se gratte le menton, c'est qu'elle dit la vérité. Analysez ça, vous saurez immédiatement. Tu fais waouh, ok, très bien. Et t'es payé combien pour faire raconter ce genre de conneries? J'ai pas envie de savoir. Ça me déprimerait trop, je pense. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au lien entre le non-verbal et la détection de mensonges, de ton expertise en tout cas? Il n'y a aucun signe corporel, item corporel, comportementaux, qui permet de détecter le mensonge. Terminé, point barre, on oublie. Je suis analyse du comportement, c'est mon métier. J'en bouffe tous les jours, c'est une passion comme toi. Il n'y a pas, ça se saurait. Les douanes, la police, la gendarmerie, les services de l'État seraient très heureux de savoir que quand on se gratte le nez, on ment. Il y aurait beaucoup de monde en prison qui seraient réellement des coupables, ou pas d'ailleurs peut-être, mais en tout cas, l'humain cherche depuis peut-être des siècles entiers, et pas peut-être, très certainement, à détecter le mensonge. C'est vrai que si ça existait, les personnes en pouvoir l'utiliseraient beaucoup plus. Même les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre. Pour un coupable, le procès Cédric Jubilard actuellement, il a été condamné, il a toujours nié, je ne vais pas rentrer dans les sujets délicats, mais il a toujours nié être responsable
responsable de la disparition de son épouse. Ment-il ou dit-il la vérité? Si on était capable de détecter le mensonge, ça serait réglé très rapidement. Très bien. Donc si ça marchait, ça se saurait. Donc en termes de langage corporel, il n'y a pas de signe spécifique lié au mensonge. Par contre, il y a toute une corrélation d'éléments qui vont permettre, toujours de la même manière, le discours, le contexte, les personnes, mais vraiment, principalement, le discours et la corrélation, la entre congruence le discours et le geste. non-verbal et le geste. Ok. Comment est-ce que est-ce qu'il y a un moyen de faire la différence entre une situation inconfortable ou de stress pour quelqu'un ou un mensonge, du coup? C'est là la difficulté. Oui. Il y a plusieurs types de mensonges. Il faut savoir que dans la langue française, il y a énormément de synonymes du mensonge. C'est vrai. Tu peux faire la liste. Il y a, je crois, une 50aine de synonymes. Mais il y a quoi, par exemple? Au terme tromperie, mensonge. Tromperie, mensonge, effectivement. J'en ai pas en tête, là, j'en ai pas en tête, mais il y a une cinquantaine de... Tapez, il y a une cinquantaine de synonymes de mensonges. Excellent. Peut-être que ça viendra fourberie. Il y a énormément de termes, une cinquantaine. Et c'est l'un des langages dans lequel on a le plus de termes. Donc, ce qui prouve que c'est inclus. Je précise tout de suite qu'on ment 2 à 3 fois par jour. Hein. Je sais que ça choque beaucoup en formation. J'étais dans un cabinet de consulting il n'y a pas si longtemps. Et je sais qu'une dame était choquée quand j'ai dit ça. Mais c'est vrai, le mensonge, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire aussi. Mentir, c'est aussi, on peut mentir par dissimulation ou en omettant une partie de la vérité. C'est ce qu'on appelle le mensonge par omission. Par omission, exactement. Donc, il y a plusieurs types de mensonges. Le véritable menteur, il y a le mythomane, mais sans aller jusqu'au mythomane, il y a celui qui est tout à fait capable d'inventer une histoire, de mentir de manière très à l'aise. Pourquoi c'est difficile, en plus, principalement le mensonge? Pour quelles raisons le mensonge est difficile à détecter? Si je te demande qu'est-ce que tu as fait l'autre soir et que tu me dis j'ai été dîner à tel endroit, comment je peux détecter le mensonge quand tu vas me raconter ton histoire? C'est très difficile. Pourquoi, selon toi? Je me dis parce que peut-être que je suis en train de te raconter des éléments vrais mais qui ne se sont pas passés ce soir-là. Le mensonge est constitué de vérité. Si je veux inventer quelque chose que j'ai assassiné de manière horrible, et comme je suis habitué à ces sujets, j'ai pu faire disparaître le corps facilement. Bon. Mais... Ce sera un autre épisode. On en reparlera. J'adore ces sujets-là, c'est noir, mais c'est super. Yang en parlait beaucoup. C'est pour la version l'argumentaliste dans le dark web. On peut faire la version un peu dark, effectivement, sur le côté angel et le côté darkness, evil Vous êtes sur le angel pour l'instant. On est angel, on bascule petit à petit. Mais évidemment, on va prendre des éléments qui sont constitutifs de la vérité. Si je dois inventer une histoire l'autre soir et que j'ai été dîner quelque part, je ne vais pas choisir un restaurant que je ne connais pas. Oui. Je vais évidemment choisir un endroit, un lieu que je connais. Oui. Donc, comment détecter que, comme tu l'as dit justement, mais il connaît ce restaurant, donc il dit la vérité. Mais en fait, non, j'y suis pas allé le 18, j'y étais le 16 ou le 14. Donc, c'est très difficile de détecter le mensonge. Ça me fait penser à ça. Du coup, à un lien avec certaines études que j'ai vues sur comment est-ce que dans certains interrogatoires, notamment, ils vont essayer de renforcer le côté immédiat des réponses. Oui. Notamment pour justement, j'imagine, éviter ça. Et donc s'assurer que si c'est immédiat et que c'est inventé, je vais rentrer plus dans du superficiel ou dans du général que dans du précis que j'aurais attribué dans la surcharge cognitive que tu connais parfaitement, toi qui maîtrises ces sujets-là, en détection notamment. Mais lorsqu'on ment, on a une surcharge cognitive. On est obligé d'inventer son histoire, on est obligé d'observer la personne en face de soi, on est obligé de retenir ce qu'on a dit, on est obligé d'anticiper les questions, de répondre aux questions. Tout ça va donc augmenter notre surcharge cognitive. Donc il y a une foule d'informations dans notre tête. Et surtout, un menteur même qui est pris à son mensonge, il ne doit pas le montrer. Ouais. S'il se met à se gratter le nez, effectivement, ou si... Il peut y avoir des micros, il peut y avoir certains éléments, mais ça peut être lié aussi au stress. Ce n'est pas forcément du mensonge. C'est très difficile de faire la différence entre les deux. Entre les deux. Donc, mais l'immédiateté va choquer un peu cet effet de sidération. On va voir comment la personne réagit. Les interrogatoires, c'est du caviar. C'est absolument formidable parce que là, on est sur l'enjeu de la détection de mensonges. Qu'un collaborateur ait réellement appelé son client ou pas, c'est intéressant de le savoir, mais finalement, ça ne va pas changer la face du monde ni de l'entreprise. Que quelqu'un ait réellement fait supprimer quelqu'un, là, il y a donc l'immédiateté,
Le questionnement, évidemment, tu le sais parfaitement. Vrij en a parlé, Albert Vrij en a beaucoup parlé. L'approche multimodale, mais essentiellement par des techniques de questionnement. C'est comme ça qu'on va détecter le mensonge. Et comme par mon métier, je maîtrise le langage corporel, je vais vraiment pouvoir observer cette congruence, mélanger ces éléments-là entre le langage, la réponse aux questions et le langage corporel. Même la cognition incarnée. On peut observer dans certaines affaires criminelles où les personnes miment certains gestes qui ne sont pas véridiques. Il y a une affaire récente où on aurait peut-être parlé à nouveau, où cette dame explique qu'elle a un accident dans une forêt et elle tape un sanglier, un cochon dans la forêt, elle traverse une forêt et il y a des animaux sauvages qui traversent. Et elle explique qu'elle a été en retard parce que sa voiture a été emboutie, a eu un accident, et elle décrit la scène et elle porte le sanglier et elle dit « je l'ai mis dans mon coffre ». Et elle porte le sanglier comme si c'était un iPhone. Elle le met facilement, on voit le geste. C'est impossible. C'est parfaitement impossible. Le geste n'est absolument pas en congruence avec le discours. Avec la difficulté qu'elle aurait dû avoir et la connexion. Donc on peut aussi observer ça. On va observer, est-ce qu'un geste est post-verbal ou pré-verbal? Est-ce qu'il vient avant le mot ou après le mot? Exactement. Et le geste qui est fait avant le mot est logiquement plus fiable. Oui, c'est ce que j'allais dire. Celui qui est fait après. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on travaille beaucoup c'est un des conseils que je donne quand je coach des jeunes comédiens ou des comédiens amateurs. C'est souvent, on a tendance à les personnes qui s'entraînent et qui sont amateurs dans le théâtre, par exemple, auront tendance à lire le texte et ensuite générer l'émotion. Et l'idée, pour donner plus de crédibilité, au contraire, c'est j'anticipe ce que ça me fait, je génère l'émotion et ensuite je dis la phrase que ça enclenche. Et c'est beaucoup plus puissant. C'est un parfait exemple. Un parfait exemple. Donc observez ça. Le geste est-il avant ou après les mots? Si les personnes, du coup, veulent se former plus, qu'est-ce que tu proposes qui permettrait de les aider à se former là-dessus? La première chose pour les individuels, pour les personnes qui nous écoutent, qui souhaitent apprendre le langage corporel, j'ai un programme e-learning qui s'appelle « Voyez ce que personne n'entend ». Excellent. Qui est disponible, qui est un parcours avec des quiz, des tests, des analyses vidéo que vous m'envoyez, que je vais corriger. Le lien est dans la description, bien évidemment. Merci beaucoup. Et bien sûr, je suis formateur, comme je le disais, en entreprise pour les équipes. Pour avoir des analyses également d'actualité, abonnez-vous à Lie Et puis la chaîne Lie to Me. La chaîne Lie to Me. Et avant de terminer avec le tips classique de la semaine, essayez de penser à quelle serait la personne qui, justement, a un mauvais préjugé, selon vous, sur le non-verbal. Et envoyez-lui cet épisode. Peut-être que ça viendra le titiller ou le challenger dans ses croyances. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Cyril. C'était un épisode très riche. Avant de terminer, du coup, tous les épisodes se terminent par un petit tips. Si tu avais un conseil, peu importe ce que c'est, à donner à nos auditeurs, auditrices, qu'est-ce que tu leur dirais? On l'a un petit peu donné, mais je le redonne. Il est très important. Observez-vous dans votre quotidien personnel, professionnel. Dans votre interaction, observez-vous. Lorsque vous allez, pour les vacances, on parlait, pour un sujet, même avec la famille, on dit qu'avec les enfants, c'est très compliqué aussi de négocier, d'interagir. Dites-vous en amont, je vais quand même observer mon propre comportement. Je vais essayer de prendre des informations. Ça va vous enrichir sur le langage corporel. C'est-à-dire que si vous prenez cette attention, la prochaine fois que vous l'observerez, vous aurez déjà un indice qui vous permettra de l'analyser. Donc ce conseil-là, il est quand même facile à mettre en place. Et puis, il est un peu orienté, mais formez-vous. Génial. Formez-vous. Passer de l'étape de voir à celle d'observer et de ne pas raconter des bêtises que nous voyons à répétition sur les réseaux sociaux, notamment, y compris LinkedIn, qui est un réseau puissant, qui est très intéressant, qui est riche, mais qui regroupe beaucoup de bêtises, de neuromythes. Formez-vous, mais aussi allez regarder des sujets scientifiques, des études scientifiques, comme je parlais, ResearchGate. Ça, c'est facile, entre guillemets, si vous êtes intéressé sur ce sujet-là, et ça va vous enrichir, ça va vous permettre de monter en compétences. Et ça, c'est la base de tout. Merci beaucoup, Cyril. Avec plaisir, merci à toi. Merci beaucoup.